Erwan. Juste le temps de monter sur le tabouret, dans un quart d'heure, on est bon. Alors. Donc on vient de voir Home with a View, qui est une de vos dernières pièces, un de vos derniers ballets, on va dire dans le temps, et donc sur lequel vous avez collaboré avec Ron. Mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que comment la Horde, vous connaissiez Ron avant de rencontrer Ron, et ensuite Ron, je veux bien que tu me dises comment tu les connaissais, qu'est-ce que tu savais d'eux avant de les rencontrer. Je vais d'abord donner la parole à Marine. Ladies first. Ouais, je pense que comme beaucoup de personnes en France et à travers le monde, on était très sensibles à la musique d'Erwan. En fait, quand il est entré en contact avec nous pour nous demander si on voulait faire quelque chose ensemble, c'est parce qu'en fait, l'invitation, elle avait été faite à toi. En fait, c'était la directrice Ruth Mackenzie du Théâtre du Châtelet qui avait dit à Ron, voilà, j'adore ta musique, je trouve génial ce que tu fais. J'aimerais t'offrir 10 dates ou 12 dates au Châtelet. Et en fait, Erwan est venu nous voir en nous disant, voilà, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites en danse. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut réfléchir à une œuvre ensemble? J'aimerais qu'il y ait de la danse, j'aimerais qu'il y ait des danseurs sur le plateau. Et ce projet, c'est complètement fou parce qu'en fait, il s'est vraiment transformé hyper vite. On a commencé à écrire au Châtelet à l'époque, dans les salles qui venaient d'être pensées par Dao. Donc on était dans des univers hyper bizarres, un peu post-soviétiques, qui étaient des décors d'un autre projet qu'il y avait eu. On échange, et en même temps, on lui dit, voilà, on est en train de candidater pour devenir les nouveaux directeurs et directrices du Ballet National de Marseille. On dit, imagine, si jamais ça arrive, il se pourrait qu'on transforme le projet et que ce soit plus juste nous, la Horde, qui cassions des danseurs pour écrire le spectacle avec eux, mais que ça devienne un projet de compagnie de ballet. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'était fou parce que cette œuvre, non seulement Erwan, ça lui a permis de réaliser son nouvel album et de le vivre à travers les danseurs. On a enregistré les danseurs aussi. Il y a beaucoup de leur voix ou de leur souffle qui sont dans ton album. Et nous, ça a été le moment complètement cathartique parce qu'en fait, on avait un projet dès septembre, en arrivant en septembre 2019 à la direction d'un ballet avec des danseurs, 25 danseurs. En fait, on est direct entré en écriture et en contact avec eux à travers la recherche et l'écriture de l'œuvre. Et on l'a sorti hyper tôt parce qu'en fait, on le montrait en mars 2020. Et mars 2020, c'était le Covid, donc on a dû aussi fermer les portes en plein milieu de nos 10 jours de représentation. C'est ça, ouais, Marine a bien résumé, bien raconté comment s'est fait notre rencontre. C'est vrai que moi, je connaissais le travail de la Horde par le biais d'Internet, en fait, simplement. Hein. J'avais été frappé par leurs films, par des films, aussi par des interviews, je me souviens. Enfin, je les trouvais super intéressants, assez mystérieux, assez intrigants. J'avais envie de les connaître. Et je crois qu'on est rentré en contact via Instagram, je crois. On a échangé un petit peu. Même, je crois qu'on avait déjà échangé auparavant. Moi, j'avais pensé à eux au tout départ pour un clip, en fait. Je m'étais dit, ce serait génial d'avoir un clip de la Horde et tout ça. Et puis, je sais pas, ça s'est pas fait. Mais effectivement, quand le Théâtre du Châtelet m'a proposé de créer un spectacle, j'avais carte blanche, ce qui est un luxe incroyable, quoi. Mais c'est aussi impressionnant. Enfin, moi, j'ai visité, j'avais jamais mis les pieds dans le Théâtre du Châtelet et j'ai découvert ce théâtre incroyable, cette scène gigantesque. Et vraiment, très rapidement, j'ai pensé à la danse et donc à la Horde. Et voilà, je les ai contactés. Et c'est vrai que ça allait très vite ensuite. Ouais, voilà. Et finalement, on l'a fait, ce clip. Ouais. Oui, c'est vrai, finalement. Ouais. Du coup, et on se rappelait avec Erwan qu'on l'a tourné en 8 heures. Ouais. Parce qu'on devait être raccord avec les horaires des danseurs, parce que c'est très syndiqué au ballet, pour le meilleur. On est très ravis que ça le soit. Mais du coup, on a dû tourner cette vidéo 2 jours avant la première, je crois. Pas très malin de notre part, mais on avait trop envie de le faire. En même temps, très malin, parce que c'est ce qui a permis de faire rayonner le spectacle, parce qu'après, on était tous bloqués chez nous. Oui, on va...
Refoulons. Et donc, Room with a View, je vais citer ce que vous avez écrit par rapport à cette pièce. Donc, comme tu viens de l'expliquer, Marine, la première pièce pour le Ballet national de Marseille. La chorégraphie rencontre la musique pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles qui cherchent à se fédérer pour se donner sens dans des communautés de fêtes et de combats, débordées par les infinies violences du monde qu'elles rejouent en boucle dans leur chair comme pour les exorciser. Donc, autant dire que ça nous parle toujours très fort aujourd'hui. Et comment vous êtes retrouvés avec Ron autour de ce narratif ? Alors moi, je dois dire que je suis arrivé vraiment avec une page blanche vers la Horde, quoi. Je ne savais pas ce qu'on pourrait raconter. Je savais qu'une des choses intéressantes en travaillant avec la Horde, c'était de mettre justement du sens, du fond dans mon travail, ce que je trouvais dans leurs vidéos, et que moi, je suis un musicien instrumental qui avait plutôt l'habitude de faire danser dans des festivals, de faire musique instrumentale, quoi. Pas seulement. Oui. Trop d'humilité. Non, mais en plus, hein. on pourrait dire que même danser, c'est politique. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses. Mais évidemment. En tout cas, moi, en termes de, en termes de narration, c'est quelque chose que je maîtrise assez mal. Vous allez vous rendre compte, les mots, tout ça, c'est quelque chose que je manipule assez mal. C'est pas vrai. Non, mais voilà. Mais là, justement, donc je suis arrivé vraiment avec l'envie de travailler avec eux, mais sans savoir exactement comment et dans quelle direction. Je me souviens qu'au départ, moi, je leur avais dit ce serait sympa qu'on fasse un truc autour du thème du rêve. Tout ça. Enfin, je planais un peu, quoi. Et puis, on a vachement discuté, en fait. Et puis, il y a eu différents thèmes qui sont venus comme ça, dans nos discussions, dans nos échanges. Et puis voilà, je dois dire quand même ce qui s'est passé aussi, c'est que quand même, il y a un moment, moi j'ai eu des petits problèmes familiaux et tout ça, donc j'ai un peu disparu du projet assez brutalement pendant un mois. Ils ont été adorables parce ils m'ont toujours... Ils ont toujours gardé un lien avec moi en me disant « T'inquiète pas, on travaille, on avance, tu reviendras quand tu... » Enfin bon, voilà. En tout cas, je suis revenu, je ne sais plus, 2 mois, 3 mois après, sur ce projet qui avait avancé de manière fulgurante, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup, ils m'ont assis sur une chaise et ils m'ont montré des plans, de la scénographie, les idées, tout ça. Et j'ai pris une claque. Je me suis dit, c'est génial, quoi. J'ai un chair de poule en parlant, pardon, parce que c'était assez agréable, en fait, que ça m'échappe complètement. Finalement, et puis, parce que je dois dire, très vite, réimpliqué dedans. Tout de suite après, je me suis mis à la musique et tout ça. Et puis, j'étais complètement sur la même longueur d'onde, ça me parlait, quoi, leur projet. Donc voilà. Mais il se passait un truc un peu magique à ce moment-là, je dirais. Puis c'était les premières fois où j'allais à Marseille, où je rencontrais les danseurs, donc c'était très excitant et voilà. Ce qui était bien surtout aussi, c'est que nous, on a un côté assez dark et il nous a ramené beaucoup de lumière et on a pu réellement avoir une très grande liberté et une très grande confiance entre nous. Parce que c'est sûr qu'au début, peut-être, tu nous proposais des fois des sons qui pouvaient pas forcément marcher justement avec les danseurs parce qu'ils étaient beaucoup trop rythmés et que du coup on sait la force de Ron justement, c'est de faire des paysages sonores, et on lui a dit non, il faut que tu nous fasses des paysages sonores, et justement avec tous les sujets d'actualité qu'on était en train de vivre sur le moment, parce que on voulait parler des féminicides, il y avait ces très belles choses justement des femmes chiliennes qui avaient fait toute une chorégraphie et tout un chant pour dénoncer justement les féminicides qui étaient très très importantes dans leur pays, et en fait ça a été repris dans le monde entier parce que c'est très important partout, et c'est vraiment quelque chose d'assez terrible justement, et beaucoup de gouvernements qui prennent pas assez ça au sérieux, et même avec le Covid je pense que ça a pris encore plus d'ampleur justement, et nous on voulait justement montrer ce monde horrible, le monstre en tout cas, on voulait le montrer pour le déconstruire et de dire que la solution c'était déjà d'en parler tous ensemble, mais de faire groupe justement et de pas être isolé. Et ça a vraiment été ça le point de départ, et c'est vrai que ça c'était assez, même si à un moment Erwan n'était peut-être pas là, il nous avait donné quand même plein d'échantillons parce qu'Erwan il nous nourrissait énormément, et en fait ça a été un va-et-vient de nourriture, comme on peut dire justement, pour essayer de trouver la bonne recette. Peut-être aussi pour ajouter, c'est les films chez nous, en objectivant un petit peu avec le temps qui passe, sont souvent des endroits de première rencontre.
Je pense à Nova Siri que vous allez voir. C'est la première rencontre avec les danseurs de Jump Style, qui sont des danseurs de Jump Style sur Internet, et avec qui on a créé une pièce qui a tourné dans le monde entier après. Mais notre première rencontre, elle était intime, elle est passée par la caméra, par le film, parce qu'un plateau de cinéma est beaucoup plus intimiste qu'un plateau de théâtre et une scène. Et pareil pour Room with a View, il y a comme ça cet élan, cette rencontre de Marseille, nous, l'institution, et on a eu besoin de rencontrer ce spectacle avec ce clip. Et donc, en fait, tous nos projets, ils passent souvent par l'image, la scène, la musique, beaucoup dans des collaborations, et souvent c'est des moments de rencontre très sensibles. Je pense qu'on avait, comme tu le disais Jonathan, a priori des sensibilités plus sombres, plus lumineuses, mais il y avait une sensibilité en commune en fait. Il y avait cette sensibilité humaine qui fait que dans un studio, quand on a Erwan avec nous, il y a quelque chose qui transpire de très généreux, d'une ouverture. On s'est senti très vite à l'aise ensemble. On s'est mis autour d'une table. On a démarré par balancer tous nos rêves, tout ce qu'on avait envie d'imaginer. Et puis, on s'est même posé les questions de qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu envie de faire ou qu'est-ce qu'on ne voudrait pas faire. Et à partir de là, ça a scellé, je pense, le début du projet, cette grande table au Châtelet qui était assez dingue, quoi. Et après, on a pu naviguer, toi en studio, nous en studio, mais plutôt studio de danse. Et puis, il y avait Alain Damasio aussi, que tu as ramené, qui était un ami à toi dans le studio pour nous engueuler quand on ne trouvait pas de fin, nous dire qu'il fallait qu'on fasse ci et puis ça, et puis on le rembarrait, et puis on reprenait des choses. Enfin, ça a été vraiment une rencontre du début à la fin. Et c'est vrai que ça a été la première fois pour nous à Marseille avec un ballet comme celui de Room with a View. Alors, en parlant de sensibilité humaine, on va regarder un petit extrait parce que voilà, on va regarder quelques petits extraits. J'espère qu'on pourra tous les voir, car Arthur, Jonathan et Marine ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques petites pistes. Et on va regarder un petit extrait de Dancer in the Dark de Lars von Trier, et on va en parler juste après. Donc il y a plusieurs dualités ici. La machinerie, les machineries, et face à l'innocence, la grâce qui va être broyée en fait par ces machines. Les machines évidemment qui ne sont pas que métaphores de la pression sociale sur les classes ouvrières. Et puis la musique de Björk ici, donc actrice et autrice-compositrice, interprète, dont la musique est à la fois radicale et assez accessible. En quoi ça vous parle justement cette dichotomie donc la Horde, Ron, qui veut me répondre en premier? Alors comment je pourrais répondre à ça? Je pourrais dire déjà que, pour rebondir sur ce que disait Jonathan tout à l'heure sur la musique, c'est vrai que moi c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup appris de manière générale, mais je dirais que ça m'a ouvert des portes dans la musique, en fait, je trouve, parce que effectivement, j'étais tombé dans les pièges. Je me souviens quand j'étais seul dans mon studio et que j'imaginais ce spectacle, je cherchais des morceaux qui dansant, en fait. J'ai l'habitude de faire danser les gens, donc j'ai cherché de trouver une espèce de groove. Donc c'était des morceaux très chargés, rythmés, tout ça. Et quand on a fait des essais, ça marchait parce que les danseurs sont super et ils savent danser surtout, mais c'était peut-être pas très intéressant, et c'est vrai que c'est là où la Horde m'a dit enfin voilà, n'aie pas peur d'étirer les morceaux. Moi j'avais des morceaux, en fait j'étais dans une espèce de truc de format que j'ai l'habitude de faire, des morceaux d'un certain genre 3, 4, 5 minutes, un rythme, et voilà. Et là tout d'un coup j'avais la sensation en fait que tout était possible, ce qui est le cas en vérité quand je fais de la musique dans mon studio, mais là ils m'ont poussé vers cette liberté, quoi. Et c'est vrai qu'on réalisait que, bah oui, finalement, par exemple, épurer les morceaux. Voilà, je pouvais avoir un morceau très chargé, et puis tout d'un coup, on se rendait compte qu'en mettant une piste en solo, enfin, en mutant tout le reste, et ben, ça faisait sortir finalement plein de choses. Ça laissait de l'espace aux danseurs, il se passait quelque chose. Donc, pardon, j'ai déjà plus de souffle, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je trouve intéressant dans notre travail sur le point de vue musical. Et oui, donc ça m'a amené à une certaine radicalité dans ce sens-là, pas peur d'épurer, pas peur d'allonger, de faire des morceaux très longs. Je me souviens de Marine qui disait non, plus long, machin. Enfin, on pouvait voilà, tout était possible. C'est vrai qu'il y a cette question d'équilibre pour nous. On est chorégraphe, mais on fait aussi de la mise en scène. En fait, on travaille avec tout plein de corps de métier, et la musique est très importante, mais il y a aussi la lumière, la scénographie qui offre un contexte à l'histoire, évidemment la chorégraphie et la mise en scène qu'on amène avec les danseurs. Donc en fait, tout ça doit s'équilibrer.
Et dans le travail qu'on a mené avec Erwan, on essayait de travailler quelque chose d'extrêmement cinématographique pour laisser la place à l'histoire. Et finalement, voilà, on était tous en train d'encercler ce qu'on avait décidé de défendre comme histoire et comme sujet. Et donc chacun, à ses postes, devait faire de la place aux uns aux autres. Et effectivement, en musique, on a travaillé dans ce sens-là. Mais après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez particulier sur le morceau de Room with a View. Parce qu'en fait, on se demande toujours un petit peu qu'est-ce qui vient avant, la musique ou l'image, la musique ou la danse, qu'est-ce qui influe l'autre. Et en fait, juste sur ce morceau-là, je trouve qu'on a eu vraiment tous les va-et-vient possibles. C'est-à-dire qu'au départ, on était donc, encore une fois, une pièce, on est en train de réfléchir aux choses, on a des espèces de bribes qui étaient un petit peu comme des échantillons de musique sur lesquels on peut commencer, nous, à écrire de la danse. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu en maquette, et puis d'un seul coup, la danse s'écrit. Et ensuite, rebascule, c'est-à-dire que Erwan reprend son son, le redéveloppe et crée, à partir de back and forth comme ça, je ne peux plus vous dire combien il y en a eu, mais crée ce track Room with a View. Dans toutes les musiques, et j'adore Rêverie, et il y en a des milliards que j'adore trop, celle-ci, d'un seul coup, quand on écoute un petit peu l'ensemble des choses, on se rend compte que, alors qu'elle fait partie du spectacle, qu'on a écrit une danse dessus, que c'est un moment assez cathartique du spectacle, parce que c'est le solo de Nathan, c'est après que tous les effondrements soient arrivés, que d'un seul coup, la danse reprend le dessus. Et bien là, à l'écoute, en dehors de la salle de spectacle, il y a d'autres images qui nous sont venues. Et en fait, il y a une image qui nous est venue de ce vent, une course, quelque chose qui se raconte dans un bâtiment, des corps qui s'engouffrent quelque part, qui se rencontrent quelque part. Et du coup, on a repris des éléments de la chorégraphie qu'on avait créée, mais c'est pas la chorégraphie de Room with a View telle qu'elle est dans le spectacle. Et donc, je trouvais que c'était intéressant comment, d'un seul coup, quand on se pose toujours la question de est-ce qu'on fait un film score après que les images soient tournées ou avant, en fait, c'est un peu comme dans le film Casino, où en fait, genre au moment où il était en train de filmer cette rencontre entre Sharon Stone et Al Pacino, il a entendu cette musique dans sa tête et il a su que c'était ce qu'il allait utiliser, c'était Take Shelter des Rolling Stones, et il a senti que c'est ce qu'il allait utiliser. Donc en fait, il y a des choses qui sont préméditées, d'autres pas, d'autres qui arrivent après. Et je trouve que dans la construction de ce morceau Room with a View, il est devenu tellement iconique qu'il est aussi, il est devenu le titre de l'œuvre. Il est devenu le titre, enfin, il a pris le titre du spectacle. Enfin, voilà, il y a des espèces de va-et-vient où en fait, je pense qu'entre danse, cinéma et musique, il y a des ordres qui s'inversent et des priorités ou des ascendances qui ne font que bouger et qui, même avec un son ou une chorégraphie ou un film, peuvent encore s'interchanger. Et je trouve que c'est assez passionnant le nombre d'histoires qu'on peut raconter à travers ton son aussi. Des trucs qu'on réalise après, parce que quand tu le dis, moi je comprends aussi que Room with a View, je sais plus qui de l'œuf ou de la poule, le titre s'est appelé avant la chorégraphie ou quoi que ce soit, mais dans le spectacle, elle intervient effectivement à la fin des effondrements comme une fenêtre sur le monde, et donc du coup, on comprend même des choses après les avoir fait, c'est génial. Elle n'a pas compris, mais on le savait. Ouais, je sais pas où je suis en fait. Alors après l'effondrement, il y a l'amour. Bah oui, alors moi je reprends le fil parce qu'il nous reste tellement on a tellement de choses à dire et d'extraits à voir. Mais et c'est vrai que à chaque fois l'amour fait partie. Voilà, c'est un terreau narratif très important aussi de vos ballets. L'amour. Oui, quand même l'amour. Enfin, je trouve qu'il y a de l'amour aussi. Marine se dit bon, est-ce qu'elle a bien? C'est bizarre cette interprétation, mais pourquoi pas? Mais c'est quoi l'amour? Et on va regarder un petit extrait d'Enter the Void de Gaspard Noé. Ah là là. On sort donc de Gaspard Noé. Le son est effectivement extrêmement hypnotique, hypnotisant. Les couleurs. Là, évidemment, il y a des parallèles à faire, il y a des choses à dire. En quoi c'est un cinéaste qui est inspirant dans votre travail, dans votre processus, en fait? Jonathan. Ce qui est intéressant dans les films pour nous, de Gaspard Noé, c'est pas tant les histoires qu'il m'enseigne, mais c'est comment justement il les filme. Et il y a vraiment une chorégraphie en fait de la caméra et des effets qui appuient en fait le propos, et des fois cela en fait justement ce moment-là, c'est elle a perdu son copain et du coup elle s'évade et il y a vraiment et ce qui est génial, c'est qu'il y a ce plan-là et après il va d'un point A à un point B de la ville,
il y a vraiment cette caméra qui transperce en fait les murs, et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que dans la plupart de ces films, il y a vraiment une utilisation de la caméra qui amène un point de vue et un état en fait. La caméra donne aussi une information justement sur l'émotion. Quand on parle comme les corps chez vous. Et c'est vrai que ça, pour nous, en fait, quand on va faire un film, on chorégraphie aussi les steadicamers, parce que pour nous, c'est hyper important justement d'accompagner le mouvement de la danse ou des objets qu'on va utiliser, hein, et pas juste de les filmer simplement. En fait, il y a vraiment la caméra doit appuyer ou amener un angle bien spécifique. Tout ça, c'est peut-être aussi pour ça que je parlais d'amour. C'est-à-dire que chez Gaspard Noé, il y a aussi beaucoup d'amour malgré la noirceur du propos, malgré tous les vices qu'il peut dénoncer, les dysfonctionnements parfois les plus terribles. Mais à chaque fois, l'amour prime. Revenons un peu en musique. Il faut quand même qu'on regarde un extrait. Justine, on a parlé tout à l'heure de Culte. Et là, on va parler de comment la transe transcende l'angoisse du monde. Pourquoi je voulais passer quelques secondes de Culte, c'est que avant tout, il montre votre appétence pour le paradigme musical. Comment il vous a réunis tous les trois, parce que je sais que ça fait partie des arts qui vous ont réunis, et comment il continue encore et toujours à façonner vos chorégraphies. Tu parles dans le sens de la musique ? Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a beaucoup d'espaces en fait où les endroits de musique, et on l'a vu par exemple à Berlin, où aujourd'hui les clubs sont devenus des endroits de culture. Ils sont reconnus comme des centres culturels. Et en fait, on oublie parfois que la musique n'est pas un objet seulement de consommation, mais que c'est un lieu de culture, et que ce soit de la musique de club ou de la musique classique, en fait, c'est des choses qui se programment. On le pense quand on a donc des compositeurs, des groupes de variétés, de rock, de plein de genres et de styles de musique différents, mais aussi les DJ la nuit, en fait. Il y a une écriture dans toutes ces formes de propositions musicales, et c'est important en fait de se rappeler que ce n'est pas juste une idée du divertissement. Le fait que ce soit peut-être divertissement et joyeux est un bonus, mais que c'est vraiment des lieux de culture dans lesquels on peut finalement avoir aussi des sensations qui sont assez fortes et qui nous rapprochent un peu de nos humanités, des choses qu'on partage aussi. C'est un peu comme dans une salle de cinéma, quoi. On regarde tous dans le même sens et on vibre au son qui est proposé par l'artiste ou les artistes. Et nous, de manière très personnelle, c'est des lieux dans lesquels on a en plus eu la chance de grandir, parce qu'on traînait beaucoup dans des clubs queer, LGBTQI+, quand on était très jeune. Et c'est des endroits en fait, où on est arrivé des notions qui peuvent paraître beaucoup plus communes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas à notre époque. Et en fait, où on est arrivé sur des questions de déconstruction du genre, de questionnement des sexualités, d'ouverture sur le monde, de rapport politique aussi à tous les groupes oppressés, comment on parle aussi de ceux encore qui peuvent avoir le sida, ou ceux qui sont en prison, ou les toxicomanes. Enfin, il y avait des ouvertures comme ça qui étendaient complètement les espaces de lutte et les convergences des luttes. Et en fait, ça, c'est porté par la musique. Et on oublie que c'est des espaces qui peuvent rassembler autour d'un goût commun pour un art qui fait vibrer, qui fait danser, qui fait pulser, qui fait ressentir des émotions qui sont très fortes et assez instinctives en fait, et que c'est peut-être une ouverture sur des réflexions plus intimes sur les lieux de nos corps. Et on a beaucoup travaillé au début de notre collaboration à tous les trois sur le corps utopique. Et cette idée quand même qu'avait Foucault de penser aussi les non-lieux. Et peut-être que le théâtre, le cinéma, le club sont ces hétérotopies qui sont ces non-lieux dans lesquels on peut avoir accès à une certaine forme de lucidité ou d'apprentissage ou d'échange avec l'autre. Arthur. Les hétérotopies sont liées aussi à une certaine forme de réflexion par rapport à nos systèmes capitalistes. Et c'est vrai que Culte a été tourné aux Eurockéennes. Et pour nous, l'art et le travail qu'on mène ensemble, ce sont des endroits d'ambivalence, des endroits de gris qui nous touchent et à la fois nous révoltent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis Woodstock, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la musique étant un des arts qu'on souhaite
le moins touché possible, parce que c'est celui qui nous touche peut-être le plus et qu'on a plus envie de connaître, parce qu'une fois qu'on est dans les coulisses, finalement, on apprend à comment sont construites ces émotions, parce qu'elles ont des schémas de construction, et c'est assez passionnant. On a fait ce métier aussi pour être des petites souris dans les coulisses. Mais une fois qu'on est dans ces festivals, effectivement, c'est rattrapé par des systèmes capitalistes. Et finalement, dans ces endroits, donc dans Culte, vous verrez des stands de sushi, des beuveries, jusqu'aux plus grands artistes, et des foules qui célèbrent ces grands artistes en faisant des chorégraphies qu'ils ne voient même pas eux-mêmes, finalement. Donc ce sont des endroits bouleversants d'ambivalence, de grâce, de choses terribles, mais finalement, ce qu'on souhaite retenir de ce chaos, c'est, comme tu le disais, de l'amour et quelque chose de sensible et de la grâce. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fait comme une espèce de montagne russe, qu'on est dans un pic de développement mondial, culturel, où le divertissement a été rattrapé par le capitalisme, où la culture est un endroit de clivage, et où l'art et l'expérimentation n'a quasiment plus de place. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on s'apprête à faire pas la descente, mais on va revenir un peu en arrière. C'est assez inquiétant. Mais en tout cas, nous, notre endroit de travail, il est dans l'expérimentation et ce regard pour poser de l'ambivalence sur tout ce qui se passe, et notamment dans Culte, où ça a été un tournage chaotique, mais puissant à faire, quoi. Jonathan. Il y a aussi un exutoire, en fait. Grâce justement à la musique, il y a plein d'émotions, justement, de rage. Il y a toute une matière, en fait, qui amène le mouvement. Et c'est vrai que sans ces exutoires, on raconterait peut-être moins de choses à raconter, en tout cas. C'est vrai que tous les danseurs qu'on a pu rencontrer, que ce soit même les jumpers, je ne sais pas si Nova Siri, je pense que non. Si, je pense qu'il y a Nova Siri aussi. C'est justement des danseurs qu'on a rencontrés online. Et leur passion, justement, c'était la musique techno-hardcore. Et en fait, grâce à ce style de musique, ils ont pu justement exorciser toute la violence qu'ils avaient peut-être par rapport à leur entourage. Et nous, on a trouvé ça très beau, en fait. Et on s'est beaucoup interrogé justement sur cette communauté-là, parce que c'est une communauté qui ont appris la danse seule dans leur chambre, qui ont dû poster justement leurs vidéos et les donner à leur père pour qu'ils puissent avoir des conseils, parce qu'ils n'avaient pas accès justement à des centres de danse où c'était des gens qui étaient complètement isolés, en fait, ce qu'on appelle justement les territoires abandonnés. Et c'est vrai que quand on parlait avec eux, c'est grâce à la passion justement de la musique, ils le disent clairement, c'est ça qui leur a vraiment changé leur vie, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi justement à combattre la dépression ou vraiment des idées très noires. Et c'est toute la beauté justement que la musique des fois peut amener. Alors, il y a la musique mélancolique, mais c'est vrai que ça t'amène dans un état justement de rêve qui te permet de faire un barrage justement à la réalité. Merci pour cette transition, pour regarder l'extrait du clip de Vaudou de Ron. On regarde un petit extrait de Vaudou. Alors, il nous resterait peu de temps, mais on va quand même parler de ça, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle de Ghost et qu'on parle un tout petit peu des Olympiades et qu'on parle un peu de chorégraphie sexuelle et de showgirls et de showboys chez vous. Bon, bref. Donc, je me reprends, je rassemble mes esprits. En quoi, toi, Ron, la danse fait partie de ton processus de composition? Parce qu'un clip comme ça, on ne peut pas ne pas parler chorégraphie, bien sûr. Oh non, là c'est pareil, il faut que je... Alors c'est un clip... Non, je veux dire, moi j'ai vraiment rien fait sur ce clip. C'est le réalisateur Ilan Cohen qui... Moi je lui ai donné la musique et ça lui a inspiré cette vidéo. Donc, ça n'a pas inspiré pour rien. Non, ouais. Mais non, il avait complètement carte blanche et tout. Donc voilà, pour ce clip en particulier, j'ai pas pensé chorégraphie en faisant la musique. Moi, quand je compose, en tout cas ce morceau-là, parce que c'est un peu différent sur le projet Room with a View, où je me souviens, j'avais la photo des danseurs devant mes synthés, enfin, je pensais beaucoup à la horde et tout ça, donc c'est un peu différent. Mais un morceau comme celui-là, c'est un jet spontané, c'est une émotion qui me traverse comme ça. Donc il n'y a pas trop de... Bon, après, je danse quand je fais de la musique et tout. Donc, ça, c'était la question. Et le corps dansant là-dedans. Ouais. Le corps est dansant. Ah oui. C'est un rapport au corps, pour moi, important quand même, c'est vrai, dans la composition et tout ça. Et puis...
Et puis oui, non, voilà. Mais après, non, moi, la danse, elle me fascine parce que justement, je la maîtrise pas très bien. Quand je dis que je danse, c'est que je bouge mon corps et j'adore ça. C'est ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi plus jeune. Avant de faire de la musique en tant que spectateur, je me suis complètement libéré, lâché dans des teufs et tout ça, et ça me faisait un bien fou. Et c'est drôle maintenant, c'est vrai, de revivre ça depuis la scène, parce que ça m'a beaucoup touché là, de revoir les images de culte, parce que c'est des images qui évidemment me parlent. Il y a des moments, c'est un peu dingue quand tu fais un concert et que vraiment ça réconcilie avec l'humanité, quand tu peux avoir des doutes, des moments d'angoisse et tout. Moi, c'est des moments où c'est même assez vertigineux, parce que ça t'emmène dans c'est des moments où tu es très très bien, parce que tu as l'impression que tout le monde est sur la même longueur d'onde, et c'est puissant, c'est beau, ça c'est fort. Et je le retrouve dans les images de culte un peu. Et dans les courts-métrages qui vont être projetés, celui qui fermera la danse, c'est Ghost. Et j'aimerais bien qu'on en parle tous ensemble. Donc, un film, un métafilm, encore une rencontre, plusieurs rencontres d'ailleurs, parce que Spike Jonze est au scénario, tourné à Marseille, dans ce magnifique lieu. Comment il s'est articulé, comment ce Ghost s'est articulé. On ne regardera pas d'extrait parce qu'il va être projeté tout à l'heure, donc je préviens les projectionnistes. Mais je crois que c'est encore mieux que vous en parliez. Jonathan ? Un jour, on reçoit un mail où il y a marqué Spike Jonze et qui dit « J'ai adoré le clip Promise of You, je veux à tout prix vous rencontrer et j'ai envie que vous rencontriez mes producteurs. » C'est les producteurs de MJZ, donc une boîte de production à Los Angeles. Et du coup, nous, on n'y croyait pas trop. Et en fait, on n'avait même pas vraiment vu. C'est notre secrétaire qui nous a dit « Je pense que vous devriez répondre quand même. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très, très sérieux. » Et nous, on n'y croyait pas vraiment. On pensait que c'était un spam ou je ne sais pas, parce que Spike Jonze, c'est vraiment... c'est un de nos idoles, en fait. Quand on était étudiant, on avait vu tous ses films, même ses publicités. Et à un moment, du coup, on a un coup de téléphone de ce fameux producteur. Et on ne le croyait pas. Et du coup, il fait « Ok, je raccroche maintenant. Demain, vous avez rendez-vous avec Spike. » On était « Ok. » Et en Zoom, parce que du coup, c'était en temps de Covid. Et là, on branche Zoom et c'était Spike Jonze à Hawaï en train de manger de la pizza avec sa femme sur son canapé. C'était pas sa femme. Je crois que c'était sa femme. Mais mon anglais n'est pas top, donc j'ai cru que c'était sa femme. Bon, en tout cas, ils étaient chez lui. Les joies du direct. Moi aussi, je croyais que c'était sa femme. Bon, c'était une assistante quand même assez proche. Ouais, vous l'aurez compris, Marine est la plus fluente in English que nous. Et là, du coup, il nous dit que ça l'avait fasciné, le clip Promise of You. Il va à tout prix qu'on se rencontre à Los Angeles. Mais bon, c'était en temps de Covid, donc on ne pouvait pas du tout se déplacer. Et une semaine plus tard, on a à nouveau un mail de lui où, en fait, on a un scénario. Et il veut qu'on réalise sur le scénario. Et il a un peu imaginé, justement, un peu le Room 2, parce qu'il parlait de Sarah, donc, qui était un peu cette danseuse qui traversait un peu ces états dans le spectacle Promise of You. Et du coup, on s'est dit, allons-y, ça va être super, quelle chance, quel cadeau incroyable qu'on a, que Spike nous fait. Et du coup, on s'est dit, en tant que Covid, c'est parfait. Il a imaginé justement de faire ce film dans un musée. Les musées sont fermés. C'est la seule fois où justement on pourrait être tranquille dans un musée sans forcément avoir du public. Et au début, on devait le faire au Louvre, pour la petite histoire. Et sauf que le Louvre, 5 jours avant qu'on tourne, ont un appel du gouvernement et de faire une simulation pour réouvrir, parce que peut-être que notre jour de tournage, c'était la réouverture des lieux. Et là, on est là, mais en fait, nous, en 5 jours, on avait toutes les équipes, on avait tout été bouclé, le planning des danseurs. Et là, on s'est dit, on appelle Marseille, et on se dit, on appelle le maire, et on fait, voilà, est-ce qu'on peut tourner dans un musée à Marseille ? Et lui, il était très content, et du coup, on a pu tourner au musée des Beaux-Arts. Alors que le Louvre, finalement, n'a pas rouvert. Donc, finalement, on aurait pu aussi le faire au Louvre. Mais tant pis pour eux. Et tant mieux pour nous, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de liberté, justement, de le faire à Marseille. Et c'est vrai que ça raconte encore quelque chose de différent de le faire à Marseille. Vous allez le voir tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et étant donné qu'on doit aller très vite, on va parler de corps et de sexualité.
Et on va... Est-ce que c'est possible de passer ces 2 extraits d'affilée, un petit bout de la bande-annonce des Olympiades, parce qu'il faut savoir que Ron a travaillé notamment sur les Olympiades de Jacques Audiard, qui n'est pas le seul film avec lequel il a travaillé. Il a travaillé aussi effectivement avec des romanciers, comme vous en parliez tout à l'heure dans la Damisio. Et les Olympiades, il y a tout un jeu, toute une chorégraphie aussi dans ce film, pas seulement avec les immeubles du 13e, mais aussi avec les sentiments, les ressentis plutôt, les émotions. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et ensuite, parmi les films dont vous m'avez parlé, il y a ce film qui a été complètement incompris à l'époque, et ça je tiens vraiment à le dire une fois encore, de Paul Verhoeven, qui s'appelle Showgirls, qui est vraiment un film extrêmement féminin, féministe. Ouais. Voilà, tout le monde est passé à côté. Et donc j'étais très contente que vous puissiez le citer. Et donc si on peut voir 2 petits micro-extraits des Olympiades et juste derrière de Showgirls pour voir ce qui les relie à Ron et Lord, ça serait super. Merci beaucoup. D'abord, Ron, comment mettre en musique un film aussi charnel ? D'ailleurs, c'était vraiment le désir de Jacques sur ce film. Ouais, moi c'était hyper impressionnant en fait déjà de travailler pour Jacques Audiard. C'est un peu comme la Horde avec Spike Jonze, avoir Jacques Audiard tout d'un coup au téléphone et tout, c'est assez impressionnant. T'as peur de te planter. Même surtout si on voit pas son chapeau. Ouais. Mais il avait super. Enfin, il m'a proposé de faire la musique de son film, mais quand même, il m'a un peu testé parce qu'il m'a dit voilà, choisis 3 scènes du film. Je me suis fait une projo avec lui. J'étais dans une salle vide avec Jacques Audiard devant son film. Et puis après, il m'a dit choisis 3 scènes du film et mets-les en musique. Et puis on en reparle et tout ça. Je suis rentré chez moi et j'ai choisi une scène de montée de MDMA. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc au hasard. non, mais en fait, il y avait. Bon, vas-y, on est. Non, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant dans la mise en scène et tout. Et donc du coup, il y a ce truc que j'ai posé. Et puis j'avais fait une scène complètement à l'opposé, très douce, une scène de tendresse, d'amour et tout ça. Et en fait, non, ce qui était déstabilisant, c'est qu'il avait mis des musiques de référence. Ils font souvent ça, les réalisateurs, ils posent des musiques pour des histoires de rythme et tout ça. Et là, c'était que du Schubert, quoi. Donc j'étais hyper impressionné. Et puis je me disais, est-ce qu'il sait ce que je fais exactement ? En fait, j'ai vite compris que justement, il voulait virer Schubert et se laisser surprendre, en fait. Il voulait... D'ailleurs, il m'a pas donné énormément de direction et tout ça, parce qu'il voulait vraiment que je le surprenne, quoi. Et du coup, j'y suis allé, effectivement. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans la musique de film, c'est que ça m'oblige à aller... dans des territoires où j'irai pas tout seul. Il y a la musique, il y a le film qui m'impose des choses et alors je dois quand même aller chercher des choses intimes, mais du coup je dois aller les chercher loin, quoi. Je ne vais pas les chercher tout seul, ces choses-là. Et donc c'est là où c'est intéressant. Et notamment, par exemple, oui, aller chercher ma part de féminité, parce qu'il y a des moments où il faut que j'incarne une musique très, l'intériorité d'un personnage, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment des mutations, des transformations hyper intéressantes en tant que compositeur. Ouais. Et en termes de mutation, là, il y a des choses à dire quand même voilà, si on pense à Rome With a View, mais aussi Edge of Content. Et quand on voit cette scène très forte de Showgirls, lequel d'entre vous peut m'en parler ? C'est, j'imagine, Marine. Marine. Ouais, non, mais c'est des choses qu'on partage. On est en collectif et du coup, je pense que les espèces de coups de foudre de chacun arrive à se répercuter chez les autres. Et en fait, moi, Showgirls, je pense que c'est mon premier choc sexuel quand je devais avoir 12 ans. Et je pense qu'on avait le DVD à la maison. Je pense que mes parents avaient aucune idée de ce qu'ils avaient acheté. Ils avaient commandé un peu des trucs sur la Warner. Il n'y avait même pas de jacket ou je sais pas quoi. Donc ils avaient juste sélectionné des films comme ça, un petit peu comme on faisait à l'époque, quoi. Et en fait, j'avais découvert ce DVD et je pense que c'est le DVD le plus usé de la maison. Et c'est un film que j'ai compris beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'il y avait une fascination d'enfant, mais une fascination de petite fille aussi. Parce que d'un seul coup, on voyait des corps extrêmement sexualisés, mais en plein pouvoir. C'est un film qui est extrêmement féministe. C'est un film où il y a des agressions sexuelles, mais où elles sont vengées, mais hardcore. Le mec qui fait quelque chose de mal se fait absolument démonter le visage par... celle de droite, enfin vous ne saurez pas, mais voilà, bref. Mais bah ouais, mais s'il faut en parler. C'est important de dire qu'il y a une vengeance, c'est important. Ouais, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ce film et en fait, il est devenu culte beaucoup plus tard.
Et il y a donc des explorations aussi de rivalité féminine, mais aussi de sororité puissante, de réparation aussi, parce qu'il y a des rivales qui finalement vont se comprendre l'une l'autre. Et donc en fait, il y a aussi c'est ce rapport à l'industrie. Qu'est-ce que ces industries font aux femmes quand elles les montrent de cette manière-là? Est-ce qu'elles ont le moyen de s'en sortir? Comment se remettre en position d'empouvoirment quelque part. Voilà, c'est des thèmes qui sont assez intéressants. Et après, nous, dans notre spectacle, on se pose la question justement de la sensualité dans la danse. Et finalement, quand on regarde, je sais pas, Gisèle ou le Lac des Cygnes, on a des danseurs et des danseuses qui sont dans des académiques très moulants, avec des coques, avec des décolletés, qui font des gestes avec des grandes ouvertures de jambes, etc. Et on a réussi à se dire que c'était pas forcément sensualisé, ou en tout cas qu'on avait un regard qui ne sexualisait pas les corps. Et en fait, on n'est pas complètement sûr que ce soit vrai déjà. Et donc nous, on a essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui était la sensualité ou la sexualité à travers les danses. Et dans Age of Content, il y a tout ce passage de Weather is Sweet où on a vraiment du lap dance. Donc ça, c'était complètement inspiré de nos virées en strip club quand on était en résidence artistique à Los Angeles. Et après, d'essayer de comprendre dans un corps de danseurs aussi ce que ça raconte d'eux, qu'est-ce que ça raconte de leurs interactions, qu'est-ce que ça raconte aussi de leur rapport à l'intimité. Je pense qu'au cinéma, maintenant, il y a des coachs d'intimité. Il faut savoir qu'on danse aussi. Et c'est apprendre à toucher l'autre, apprendre à déchiffrer le corps, et pourquoi à cet endroit-là, ça n'a pas la même signification qu'à celui-ci, qu'à celui-là, chez un homme, chez une femme, chez une personne non-binaire, chez une personne trans. Enfin, d'un seul coup, ça réouvre en fait les questions politiques sur le corps. Et donc nous, on pense très fort que les thèmes de la sensualité, de la sexualité doivent être aussi abordés aussi bien au cinéma que dans la musique et principalement dans la danse. Et là, je crois que ça sera le mot de la fin, car nous sommes un tout petit peu en retard et on doit vous laisser filer la Horde et Ron. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus. Et puis, on applaudit très, très fort Marine, Jonathan, Arthur et Ron. Merci, Sophie. Et donc, très bon film, très bon visionnage. Donc, vous allez voir dans l'ordre Novacière, Larger Than Life, Cloud Chaser, Bondy, Culte et Ghost, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, très bon film à vous, très bonne soirée.